Le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Samuel Durand est passionné par le futur du travail. Tellement passionné qu'en 2019, alors qu'il est encore étudiant, il part en voyage dans 10 pays du monde pour découvrir le travail de demain. Des voyages qui ont jalonné et jalonnent encore son parcours. Auteur des documentaires Work in Progress, Why Do We Even Work et le plus récent, Time to Work, Samuel profite de cet épisode pour nous emmener en voyage avec lui. Direction le Japon, à la découverte d'une culture d'entreprise bien différente de la nôtre. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Samuel. Bonjour Grace. Merci de nous rendre visite sur ce podcast, sur un sujet que tu connais particulièrement bien parce que tu es auteur et conférencier sur le futur du travail. Donc merci de nous joindre sur ce podcast. Tu vas nous apprendre plein de choses sur le travail au Japon. Donc dans ce podcast, on va parler du rapport au travail des Japonais, des codes de conduite, de tout ce qui fait la différence entre la culture professionnelle au Japon et la culture professionnelle en France, par exemple. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter dans quel cadre tu t'es rendu au Japon ? Ouais, carrément. En fait, je réalise un documentaire Time to Work sur l'exploration de notre rapport au temps de travail. Donc on se pose la question, est-ce qu'on travaille trop ? Et on essaie d'y répondre de plein de façons différentes en allant voir des entrepreneurs, des travailleurs, des chercheurs, des anthropologues. Et on a tourné ce documentaire sur 1 an. Et les premières interviews, en fait, on avait dès l'écriture identifié que le Japon était un vrai sujet sur le temps de travail, mais on se disait que c'était pas forcément nécessaire d'y aller pour le comprendre. Et en fait, il y a 5 des 9 autres intervenants qui spontanément ont fait référence au Japon dans leur interview. Et donc on s'est dit, ah oui, ici il y a quand même un vrai sujet, il faut absolument qu'on y aille. Et en fait, tout ça a bien coïncidé parce que le Japon était fermé avec le Covid, tu sais, c'est un des pays qui a ouvert le plus tard, je crois qu'avec la Chine c'était le dernier. Et donc au même moment on s'est dit, faudrait qu'on y aille. Et en fait les portes du Japon ont réouvertes. Donc on y a été dans une volonté de comprendre la culture si particulière du Japon, principalement motivé par l'idée de comprendre les longues heures de travail qui résultent par des problèmes de santé et qui très concrètement s'incarne à travers un concept qui s'appelle le karoshi, qui est la mort par excès de travail. On va détailler tout ça. Il y a une culture de travail qui a l'air assez difficile, assez complexe, beaucoup de sexisme aussi. Voilà, de loin, c'est l'image qu'on en avait. Mais en même temps, on voyait aussi tous les sujets, tu vois, l'ikigai, qui vient du Japon, cet épanouissement. Donc on se disait, mais en fait, il faut aller démêler tout ça, il faut aller comprendre. Donc on a pris rendez-vous avec un sociologue sur place, qui s'appelle Hiroshi Ono, qui avait l'avantage d'être à la fois japonais, mais d'avoir aussi une culture internationale. Donc il avait un peu de recul et il pouvait comparer. Il avait vécu en Suède, aux États-Unis. Donc ça, c'est chouette. Et puis sur place, on a passé 2 semaines. Donc en dehors de l'interview pour le documentaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer des entreprises aussi, de discuter avec des locaux, des entrepreneurs, des entrepreneuses. Et voilà le contexte. Brièvement, est-ce que eux, ils sont au courant que leur culture est atypique et intéresse autant d'ailleurs les experts du sujet ? Alors le sociologue qui a du recul sur le sujet, oui. Eux, ils savent que c'est très différent en fait du reste du monde. Alors c'est atypique, ça dépend par rapport à quoi. Dans la région dans laquelle ils sont, je pense que c'est assez très différent de la Chine, mais c'est assez proche de la Corée du Sud. Et globalement, l'Asie est très différente de l'Europe quand même si c'est difficile de mettre tout le monde dans le même sac. Mais je pense qu'ils sont très conscients du fait que par rapport à la France ou les États-Unis ou l'Europe en général, en tout cas le monde occidental du travail, il y a des cultures qui sont très très différentes, on va en parler, mais des partis pris en fait, même de façon de considérer le travail qui sont complètement différentes. Alors pour commencer, il faut d'abord expliquer que la société japonaise n'est pas du tout construite comme la nôtre en France. Elle repose sur une hiérarchie de classes qui a une influence sur toutes les interactions de la société. Donc par exemple, moi, je ne peux pas m'adresser à quelqu'un d'un rang supérieur de la même façon qu'à quelqu'un qui est un de mes semblables. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça et aussi comment est-ce que ça influence la vie professionnelle au Japon ? Ouais, c'est exactement ça en fait, ce que tu viens de dire, ça s'applique à l'entreprise dans le sens où il y a un respect énorme de la hiérarchie et avec une notion de contrôle très poussée qui fait que pour chaque prise de décision, en fait, on repasse par tous les échelons avant
avant d'arriver jusqu'au décisionnaire. Et donc, il y a un niveau de contrôle et de vérification de chaque prise de décision de chaque tâche qui fait que ça peut nous paraître, nous, avec notre regard d'occidentaux, très complexe et très long et parfois inutile. Parfois, on a l'impression que c'est la représentation. Et en fait, c'est parce que il y avait cette habitude du respect de la hiérarchie qui s'incarne dans la prise de décision, mais qui s'incarne même dans l'organisation du bureau, qui s'incarne aussi dans les codes qui peuvent exister. Typiquement, il y a ce concept assez particulier du nomikai qui consiste à aller boire des verres avec ses collègues. Donc c'est en fin de journée. C'est la seule raison qui te permet de quitter le travail plus tôt. En fait, tu quittes le travail plus tôt, mais le travail continue là-bas et la règle, c'est que t'as pas le droit de partir tant que ton patron n'est pas parti. Et donc, de la même façon, en fait, il y a ce respect de la hiérarchie. Alors, dans la position dans laquelle tu t'assois sur la table aussi. Tu veux dire, lors des réunions, tu peux pas t'asseoir n'importe où. Lors des réunions et lors du nomikai, quand t'es au bar. Ah oui, d'accord. Les codes sont strictement définis, c'est des rituels. Et ce qui est assez particulier, c'est que, en fait, il y a une pression sociale à venir boire des verres. Tu peux pas tellement dire non, et puis tu peux pas tellement partir en disant non mais moi en fait j'ai des enfants dont j'ai envie de m'occuper, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire autre chose, j'ai des amis à voir. Non, tu vas boire les coups avec les collègues, et c'est quelque chose qui fait partie du travail, même si en réalité juste tu bois des coups. et ça pareil, il y a aussi ce respect de la hiérarchie même dans un contexte où tu pourrais dire en fait non, là on sort du travail, on n'est plus vraiment dedans, mais en fait si. En fait, ça veut dire que ton travail et tes collègues font partie de ta famille. En fait, ton travail et tes collègues sont une deuxième famille, en fait. En fait, c'est pas tellement ça, parce que ils font une rupture franche entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ils ont pas tellement tendance à t'inviter. Un Japonais t'invitera jamais chez lui. C'est quelque chose, même si tu t'entends très bien avec, c'est quelque chose qui n'arrive pas tellement. Mais c'est juste qu'en fait, ils considèrent le travail comme plus important que le reste de la vie, et que donc là où nous en Europe, et c'est ce que me disait le sociologue, c'est que en fait avec son regard il disait c'est assez fou parce qu'en Europe on va travailler juste ce dont on a besoin pour avoir suffisamment de temps et d'argent pour assouvir nos plaisirs, nos loisirs, notre vie personnelle. Oui. Là où en fait au Japon, tu vas privilégier le travail et le peu de temps qui reste ensuite, ça c'est du loisir. Mais c'est vraiment du bonus. Si jamais il reste du temps, le truc le plus important, c'est le travail. Et alors comment les travailleurs japonais font pour gérer ça ? Enfin, les sujets que nous on a en France, alors ils les ont peut-être pas au Japon, mais ce besoin qu'on a à un moment d'avoir une vie personnelle, une vie privée épanouie, ils doivent l'avoir eux aussi de leur côté ? Ou est-ce que vraiment la famille passe au second plan ? En fait, c'est très difficile. En fait, c'est déjà une société qui est sexiste dans le sens où le fait que les hommes puissent rentrer à minuit du travail après avoir travaillé plus bu un coup avec tous leurs collègues, ça tient parce que leurs femmes ne travaillent pas ou travaillent peu et sont à la maison pour s'occuper des enfants si jamais il y en a. Effectivement, il y a quand même quelque chose qui est assez choquant dans les relations sociales, dans les relations amicales, mais amoureuses, dans les relations sexuelles aussi. C'est très différent de ce qu'on connaît nous en Europe. Je pense qu'il y a ce besoin, mais il y a aussi une forme de frustration. Et puis après, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose qui est vécu. Moi, j'étais assez surpris de discuter avec des jeunes qui remettaient pas tellement en question ce modèle de le travail qui passe avant toute chose et ce besoin de faire d'autres choses dans sa vie privée. C'est quelque chose qui n'était pas énormément remis en question de ce que j'ai ressenti. Et ce qui était assez étonnant aussi, c'est que cette pression à travailler beaucoup, moi, ma première idée, c'était de me dire c'est parce que certainement que la vie est chère et que donc il y a un incentive à travailler plus longtemps. Travailler plus pour gagner plus, tu restes tard parce que le coût de la vie doit être très cher à Tokyo. Et en fait, c'est pas vraiment le cas parce que, alors évidemment, au début, les heures sup sont payées, mais tu atteins un certain niveau où les heures sup ne sont plus payées. Et les gens restent pas tellement parce qu'ils veulent gagner de l'argent, les gens restent parce qu'il y a une pression sociale en fait. Et qu'à l'inverse de nous, on est une société individualiste, eux ils sont très collectivistes. Et donc, même si tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu as atteint tes objectifs à 17h, tu partiras pas parce que tes collègues ne partent pas, ton patron ne part pas. Et donc, ça serait très 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 mal vu de partir, même si tu n'as plus rien à faire. Donc nous, on reproche souvent la France, on dit on est trop dans le présentéisme, mais alors ce n'est rien comparé au Japon. Et donc ça crée des vrais problèmes, déjà de la frustration, et en fait ça crée une société dans laquelle
ce qui est valorisé, c'est l'input et pas l'output. Ce qui est valorisé, c'est la représentation et pas la production. On valorise le fait d'être là, de montrer que tu es là, que tu es présent, même si tu produis pas énormément, plutôt que de faire quelque chose. Et ça, typiquement, très dernièrement avec le Covid, donc le Japon, évidemment, est super bien équipé en produits IT, ils auraient très bien pu bosser à distance. Le Covid, le télétravail, ça n'a pas fonctionné. Dès qu'ils ont pu, ils sont revenus au bureau très très vite parce que, justement, quand tu étais à distance, tu n'étais pas capable de montrer de la même façon que tu travaillais à ton entourage. Et puis, les patrons ne pouvaient pas vérifier que les gens travaillaient. Et donc, ça leur a pas plu du tout. Alors même qu'ils auraient pu être pionniers sur le sujet parce qu'ils étaient bien équipés. Ah ouais, dis donc, c'est marrant. Et du coup, résultat, dès qu'ils ont pu, ils sont tous revenus au bureau, malgré le danger, disons. Exactement, en se disant qu'en fait, c'est... Et pourtant, tu vois, c'est les premiers à mettre le masque, et le gouvernement a plutôt tendance à faire des campagnes anti-masque, à enlever le masque plutôt que de mettre le masque, tellement ils portent le masque partout. C'était assez frappant, ça, d'ailleurs. Mais pour le coup, c'est effectivement, en fait, le sociologue utilisait une métaphore que j'aime bien, qui reprenait une citation de Shakespeare en disant « Le monde est une scène et nous tous sommes des acteurs ». Et en fait, quand tu l'appliques au travail, c'est effectivement le lieu de travail où le Teams, le Zoom, c'est la scène. Et puis, tu joues un rôle pour tes collègues qui sont à la fois les spectateurs et qui sont aussi les autres acteurs. Une représentation. Et en fait, effectivement, c'est vraiment ça. Tu ressens que la production, elle compte si peu comparée à la représentation, à l'idée de faire, de ne pas perdre la face, de montrer que tu travailles. Et il y a cette idée-là qui fait que du coup, et après, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est que du coup, tu veux montrer que tu travailles beaucoup, donc tu as un temps de présence qui est super long. Donc comme tu as un temps de présence qui est super long, du coup tu es fatigué. Comme tu es fatigué, tu n'es pas productif. Et puis comme tu n'es pas productif, du coup tu restes longtemps. Et puis comme tu restes longtemps, tu es fatigué. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et tu as du mal à en sortir. C'est très intéressant ce que tu dis du coup sur le fait qu'ils portent tous des masques au travail. Mais ça veut dire que le salarié japonais, quand il a un travail, il est mis dans une boîte. Il rentre lui-même dans une boîte et il y a très très peu de place à la personnalité finalement. Complètement, elle est effacée. On te demande pas tellement ta personnalité. C'est plutôt une tâche. C'est des places qui sont très très chères. En fait, tu as un concours national quand tu as l'équivalent du bac. En fait, c'est là où tout se joue. T'as un concours national et qui va définir. À 18 ans aussi. À 18 ans, ouais, ou peut-être un peu plus, je sais plus, mais il me semble peut-être 20 ans, mais un truc qui ressemble au bac, mais qui va déterminer ta carrière ensuite et qui va, en fait, les boîtes vont recruter à partir de là. Et pour toute ta vie. Après, en fait, il y a assez peu de mobilité entre les différentes entreprises. Tu as une mobilité, nous on a une forte mobilité horizontale, nous. Eux, ils ont une forte mobilité verticale. C'est-à-dire que si tu fais toute la carrière dans ta boîte, tu vas progresser dans la boîte, mais au sein de la boîte. Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que, alors nous en France, quand on te demande, Grâce, qu'est-ce que tu fais, tu vas te présenter peut-être en disant l'activité que tu fais, et encore en remettant en question en disant pourquoi est-ce que tu présentes pas avec tes loisirs ou tes hobbies ou trucs comme ça. C'est vrai. Mais je trouve que ça ferait bizarre quand même ce serait marrant si on avait l'habitude, mais ça serait... D'ailleurs, dans les pays nordiques, ils ont l'habitude de le faire, tu vois, dans les pays scandinaves, de dire salut, moi je m'appelle Sam, moi j'aime le tennis, le ski, et puis après tu parles de ton boulot peut-être. Mais là-bas au Japon, plus que de parler de ce qu'ils font, ils ont tendance à se présenter comme la boîte dans laquelle ils travaillent. Donc, plutôt que de te dire je suis ingénieur en recherche, je sais pas, sur le biomimétisme, ils vont te dire non, moi je travaille pour Fujitsu. Ils vont te dire la boîte pour laquelle ils bossent avant de te dire ce qu'ils font. Pour te dire... Mais ça c'est marrant parce qu'il y a quand même des métiers extrêmement différents dans une grande entreprise, même dans une petite d'ailleurs. Ouais. Ça veut rien dire au final de parler de l'entreprise. Mais c'est parce qu'il y a un attachement en fait à l'entreprise qui est un vrai pilier qui vraiment fait partie de la vie, plus que c'est un job. Non, c'est identitaire. C'est un rapport qui est identitaire et qu'il est pour toute la vie. Et c'est assez surprenant, effectivement. Alors, bon, ça crée des problèmes aussi. Ça crée des problèmes de vraie santé. Tu vois, je te parlais tout à l'heure du karoshi, qui est ce concept de mort par excès de travail. On imagine bien, ne serait-ce que sans parler de karoshi, t'as déjà, en France et partout dans le monde, des burn-out, t'as déjà des problèmes de santé qui sont liés aux longues heures de travail. Le Japon, c'est un des seuls pays qui a utilisé un mot pour le décrire. Nous, on a les mêmes problèmes. Hein. Ça se manifeste par des arrêts cardiaques, par des suicides parfois. Mais c'est dans le monde entier qu'on a des problèmes liés au temps de travail. Mais là-bas, ils ont pris la chose au sérieux en définissant cette ligne karoshi qui, en fait, c'est une limite à ne pas dépasser, qui est 80 heures d'heures supplémentaires par mois.
Et en fait, quand tu dépasses cette ligne-là... 80 heures d'heures supplémentaires par mois. Ouais. Attends, ils travaillent combien d'heures par semaine déjà, par mois même? Alors par mois, je ne sais pas, mais par semaine, je crois qu'on est sur des semaines qui nous ressemblent à nous, hein, on est sur du 35-40 heures, mais d'un point de vue légal. Mais ensuite, il y a cette ligne Karoshi à ne pas dépasser, qui est de 80 heures d'heures sup par mois, au-delà de laquelle tu es inscrit sur liste noire, et donc en fait, on te met des bâtons dans les roues pour recruter. On dit publiquement que tu es une entreprise qui fait travailler trop longtemps les personnes. Et ce qui est assez particulier, c'est que il y a quand même quasiment un quart, je crois que c'était 23% des entreprises qui ont dépassé cette ligne Karoshi sur la dernière étude faite par le gouvernement. Donc c'est un sujet qui est pris énormément au sérieux par l'État, parce que ça cause de vrais problèmes de santé majeurs. Et ce qui est assez fou, il y a un concept qui est... Donc on imagine que c'est des gens qui subissent, qui ont des vies misérables, et c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Et donc il y a une sorte de petit dérivé du Karoshi, qui est le Yerigai Sakushu, et qui est l'exploitation d'un travail que tu aimes. Donc et en fait ça on le connaît aussi en France avec les burn-out passion. C'est-à-dire en fait j'aime tellement ce que je fais que du coup je me jette dedans corps et âme, et là en fait le système t'encourage à te jeter dedans corps et âme plus encore. Et donc c'est pas forcément que des gens qui sont à bout de souffle sur un truc qu'ils détestent faire. Ça peut être des gens qui aiment ce qu'ils font, mais qui vont le faire tellement qu'en fait ils vont plus s'en rendre compte et qui vont aussi avoir des problèmes de santé liés à ça. Et ils arrivent à avoir une vie privés à côté, à élever leurs enfants. Bon, alors on disait les femmes sont souvent à la maison pour s'occuper des enfants, mais aujourd'hui, en France en tout cas, on met de plus en plus en avant le congé paternité, peut-être essayer de faire en sorte que les hommes s'investissent et que les papas s'investissent aussi dans l'éducation des enfants. Ça, au Japon, c'est pas possible du coup s'ils bossent 40 heures plus 80 heures supplémentaires par mois. Et ben écoute, non, c'est pas tellement possible. Et moi j'ai été assez abasourdi, assez dérangé même dans des conversations que j'avais avec des jeunes japonais, jeunes japonaises. Donc ils avaient 25-30 ans. J'en parlais de ce sujet-là et ils me disaient que en fait c'était moi avec mon point de vue d'occidental qui trouvait que c'était pas normal et que c'était un peu arriéré comme façon d'organiser la société, mais que pour eux en fait c'était comme ça, que comme on avait des boulangers et comme on avait des gens qui bossaient dans des entreprises tertiaires, bah chacun avait son rôle et que les hommes rapportaient l'argent et les femmes s'occupaient de la maison et des enfants et la cuisine. Et en fait cette vision elle était assez surprenante de leur part, mais donc je me suis dit bon, peut-être tu peux tomber sur les bons et ils sont un peu bizarres, mais en fait non, c'est moi qui avait un regard bizarre pour eux en réalité. Et j'ai regardé une étude qui m'a vraiment surpris. Il y avait une étude qui a été réalisée et simplement des femmes qui ont été interrogées, des femmes de salarymen, donc c'est ceux qui travaillent en costume à Tokyo et qui ont... C'est le cliché, du travailleur japonais. Voilà, qui dort dans le métro. C'est le costume, la petite mallette et voilà, qui dort dans le métro. 40% des femmes disaient qu'elles n'aimeraient pas que leur conjoint rentre plus tôt du travail. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elle le justifiait en expliquant que ça aurait été juste un problème de plus à gérer dans la maison, d'avoir le mari qui serait de retour potentiellement bourré après le travail. Elle le voyait pas comme une solution qui, non, il aurait pu aider peut-être à préparer à manger ou à s'occuper de l'éducation des enfants ou à s'occuper de la maison ou juste passer un moment en couple. Non, c'était même pas vu comme ça en fait. C'était juste vu comme un poids en plus. Surprenant. Mais alors du coup, ça nous fait un petit peu sortir aussi de la culture d'entreprise, même si les deux sont, on le voit, intrinsèquement liés. Mais il y a aussi énormément de Japonais qui sont célibataires de ce fait-là, vu qu'ils n'ont pas le temps de rencontrer des femmes. Complètement. Tu restes célibataire très longtemps, tu quittes le domicile de tes parents au moment où tu te maries. Et puis après, même une fois que tu es marié, il y avait cette phrase qui était choquante, mais qui était dure à entendre, qui était de dire en fait, la femme cesse d'être ta femme à partir du moment où elle devient la mère de tes enfants, elle devient surtout mère en fait. Et donc, je crois qu'il y a un nombre assez impressionnant. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais faudra regarder, mais je crois que c'est plus que 30% des Japonais qui connaissent leur premier rapport sexuel au-delà de 35 ans. Et puis ensuite, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de rapports sexuels non plus une fois que tu es en couple. Et donc, il y a des rapports de couple qui sont très particuliers par rapport à ce que nous, on connaît en France et en Occident. Donc tu vis pour ton travail. Tu vis pour ton travail. Mais ils sont heureux au travail ou pas ? Ça, il faudrait regarder. Je sais pas quel est l'indice de bonheur qu'il y a au travail. Ce qui est sûr, c'est que c'est une façon de travailler qui est très différente. Et quand tu arrives avec ton regard d'Européen, t'es assez choqué. Et en discutant avec eux, tu te rends compte qu'en fait, eux,
ils le vivent pas comme quelque chose de problématique toujours. Tu vois, parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. Donc en fait, quand tu viens leur expliquer qu'il faudrait faire différemment, tu les agresses un petit peu dans leur socle de culture qu'ils maîtrisent parfaitement. Et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels ils évoluent. Hein. Typiquement, t'as toute une partie de la population qui se dit que ça va pas et qui a été occidentalisée, qui a connu d'autres façons de travailler. Quand t'as bossé dans une boîte, t'as fait des études à l'international, t'as vu d'autres choses, donc tu te dis non, on va peut-être le faire différemment. Mais t'as quand même, j'ai l'impression que ça va évoluer, mais très lentement. Ouais, forcément, parce qu'il faut faire bouger toute la société, quoi. Ouais. Et la carrière évolue de façon très verticale. Oui. Est-ce que à ce moment-là, peu importe ton rang social, tu peux quand même atteindre des strates, si tu as un rang, disons, plus populaire ou assez bas, est-ce que tu peux, par ton travail, quand même, te réaliser dans l'entreprise, montrer ta valeur et monter dans la hiérarchie ? Ouais, tu peux complètement, mais il faut pour ça passer des années, certainement passer des soirées aussi au Nomikai. Il faut certainement avaler quelques couleuvres aussi. Tu peux. L'idée même, c'est de rentrer dans une boîte et d'y faire carrière, hein, et ensuite d'avoir une mobilité interne, enfin une mobilité verticale qui est très forte, de monter dans la hiérarchie au fur et à mesure. Mais au prix quand même d'un engagement qui a l'air d'être quasiment identitaire, quoi. Bon, Samuel, on arrive déjà à la fin de ce podcast, ça passe toujours super vite. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder sur la culture d'entreprise au Japon, brièvement, avant qu'on passe à la fameuse citation à la fin des épisodes ? Alors oui, bon, là on a dépeint un monde du travail qui était quand même très négatif au Japon, et je crois que faut pas se leurrer, c'est la réalité. Mais il y a quand même quelques choses qui sont très intéressantes, 2-3 trucs à aborder, hein, qui sont géniaux quand même au Japon, qui sont, pour finir sur une note plus positive, qui sont que dans l'organisation, dans le travail de groupe, ils sont très forts. Justement, le fait d'avoir cette société collectiviste fait que tu discutes pas en fait un ordre, plutôt que de dire non mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Non, en fait on le fait et on l'applique. Donc dans l'exécution, ils vont être bien meilleurs que nous. Et puis non, on a évoqué en début d'épisode aussi le concept de l'ikigai, qui est cet épanouissement, qui est cet équilibre en fait entre ce que tu aimes faire, ce dont les gens ont besoin, ce que tu sais faire et ce pourquoi les gens sont prêts à te rémunérer. Et en fait, c'est un concept qui vient d'une petite île, Okinawa, au Japon, qui est une ville où je crois que les gens vivent le plus longtemps sur Terre. Il y a beaucoup de centenaires là-bas, parce qu'ils mangent de bonnes choses, parce qu'ils sont au soleil, et puis parce que ils travaillent dans des trucs qui les éclatent. Ils travaillent moins longtemps aussi. Donc il y a ce concept d'ikigai qui nous vient du Japon, qui est très intéressant aussi à explorer. Alors la réalité, c'est que quand tu es à Tokyo, tu es un petit peu loin de tout ça, mais j'imagine que tu as des endroits au Japon, dans des endroits plus reculés, tu vois, dans lesquels ils ont bien intégré ce principe-là. Et puis le dernier truc qui est assez fascinant quand même, c'est que dans le travail et même dans n'importe quelle interaction du quotidien, t'as quand même l'impression au Japon qu'il y a une quête de l'excellence, du dépassement de soi, l'amour pour le beau geste, que ce soit quand tu prends un taxi, quand t'achètes un billet de train à un guichet ou quand on te sert un repas dans un restaurant, tu sens que les gens sont dans le moment présent, sont 100% dédiés à toi, et dans le travail en fait c'est le dépassement de soi en toute chose. Et ça c'est quand même quelque chose qui est très agréable à vivre, et dont on peut s'inspirer aussi, tu vois. À l'inverse, j'étais en Suède pour le documentaire et j'ai découvert le terme de lagom, qui veut dire ni trop peu, pas faire juste le minimum, mais un tout petit peu plus que juste le minimum. C'est un peu le quiet quitting à l'américaine, quoi. C'est un petit peu ça. Et là, pour le coup, non, c'est l'inverse. C'est de se dire, en fait, on va se donner à fond, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'est agréable. Mais ça, par exemple, parce que du coup, quand on a dans toutes les cultures, dans tous les pays, à un moment, certains ont la chance de choisir le métier qu'ils veulent faire, d'autres beaucoup moins. J'imagine que, désolé, ça va être un cliché, mais quelqu'un qui s'occupe de laver les toilettes dans une entreprise, ça me paraît difficile de s'éclater dans ce genre de travail. Est-ce que là même, ils arrivent à quand même y retirer du positif et faire ça à fond ? Oui, dans le sens où ils vont le faire de façon nickel. Tu vois, ils vont faire parfaitement chaque activité. Mais même dans n'importe quelle interaction, hein, quand tu vas dans un restaurant, on va te faire un salut pour te dire au revoir jusqu'à ce que tu disparaisses au bout de la rue. Et juste pour une interaction comme ça, tu vois, tu vas mettre toute ton énergie pour faire en sorte que tu montres une marque de respect, de politesse, et je vais jusqu'au bout dans l'interaction. Donc je pense que dans n'importe quelle tâche, même nettoyer les toilettes, et d'ailleurs les toilettes sont absolument nickel. Il y a une propreté qui est fascinante dans absolument tout, dans la ville, dans les gares, dans les métros. Tu te sens en sécurité partout, et tout est
tellement propre que ça devient presque perturbant quand tu viens. Et je me dis que le choc que j'ai vécu de façon très positive de ce côté-là en allant au Japon doit être vécu à l'inverse par des Japonais qui arrivent à Roissy et dans la foulée qui arrivent à Gare du Nord très différemment. Oui, c'est sûr. Et c'est sûr que quand on arrive à Gare du Nord, c'est pas forcément la gare la plus propre. C'est vrai que ça doit faire bizarre. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment la société japonaise qui voit le groupe ou la société plus qui est plus importante au final que l'individu. Complètement, c'est vraiment une société collectiviste avec une intolérance très forte au phénomène des freeriders et en fait on va te demander de rentrer dans le moule et en même temps c'est très fort pour des travaux de groupe justement. Il y a une exécution qui est hyper puissante. Par contre pour les travaux voilà, on te demande de l'initiative, de l'autonomie, ça beaucoup moins. Ouais. Et celui qui rentre pas justement dans les cases, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un comme ça ? Il n'y a pas vraiment la place pour ces personnes-là en fait. Malheureusement, je pense que c'est une personne qui risque quand même de devoir s'intégrer à un groupe et du coup qui va en souffrir ou qui n'arrivera pas à être promue parce que justement elle rentrera pas dans les clous. Et après, il doit y avoir quand même une forme de travail indépendant. Tu dois pouvoir t'organiser différemment au Japon, mais c'est pas ce qui est valorisé en tout cas par la société. Et dernière question, mais on parlait du nomikai, du coup ces apéros professionnels. Est-ce qu'il y a un problème d'alcool qui découle de cette tradition-là au Japon ? Je sais pas s'il y a plus largement un problème d'alcool dans le pays. Je sais pas où ils en sont de ce côté-là. Ce qui est sûr, c'est que il suffit de se promener dans la rue ou dans le métro pour voir des salarymen, donc ils sont tout en costume avec leur sacoche et qui sont bourrés. Et parfois tu les enjambes devant l'entrée des gares. Donc c'est pas des légendes hein, que tu imagines. Ils y sont vraiment. Certains d'ailleurs ne sont pas bourrés, sont juste allongés par terre de fatigue et dorment tellement ils sont épuisés. Mais il y a cette vraie culture quand même de sortir et de boire des coups. Et effectivement, tu bois de la bière, tu bois des highballs, des whisky dilués, tu bois du saké et ça crie fort. Ouais, en fait, c'est la deuxième journée de travail qui est la journée de travail la sociabilisation qui démarre après à 18h. Waouh, d'accord. Bon, c'est hyper intéressant. En tout cas, j'invite les auditeurs à s'abonner notamment à ta newsletter pour poursuivre un petit peu tout ton parcours et tes expériences et tes rencontres sur le sujet du futur du travail. C'est hyper intéressant. Pour terminer ce podcast, je demande souvent à mon invité de me donner une citation. Je crois que tu nous en as préparé une. Je te laisse nous la partager. Ouais, c'est une citation qui sera dans le prochain documentaire Time to Work, qui nous vient de l'anthropologue James Sussman, qui donne une définition que j'aime bien du travail. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est universelle. Elle marche autant pour des traders, des chasseurs-cueilleurs, des boulangers, des gens qui travaillent dans l'industrie, peu importe ce que tu fais en fait. Il explique que le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et en fait, ce qui est chouette avec ça, c'est que tu dépenses de l'énergie dans un but précis, ça prend en compte le travail rémunéré, mais ça prend aussi en compte tout le travail gratuit. Tout ce qui n'est pas considéré par la société comme du travail, mais qui en réalité te demande un effort, te coûte peut-être, et je trouve que c'est assez chouette. Voilà, donc le travail, une dépense d'énergie dans un but précis. Ça veut dire que notre vie est faite de travail au final. Et ça veut dire que tout est du travail. Et en fait, quand tu réfléchis, tu maintain relationships, tu work on your body quand tu fais du sport. Et en fait, le champ lexical de ce que tu fais dans tes loisirs, même d'aller boire un verre à quelqu'un ou d'aller faire du sport pour ton plaisir, c'est du travail. Et quand tu réfléchis bien, la plupart des choses que tu fais, toi, dans ta vie personnelle, dans tes loisirs, en fait, c'est quelque chose qui est considéré comme le métier de quelqu'un ou qui l'a été. Tu vois, moi je fais du tennis pour le plaisir, il y en a, ils sont payés pour faire ça. Mais même quand tu cuisines, quand tu bricoles, quand tu répares un truc, il y a de bonnes chances que quelqu'un qui ait été payé ou qui, en fait, dans un autre contexte. Et la différence, c'est est-ce que tu payes pour le faire ou est-ce que tu es payé pour le faire? Et puis le contexte. Et ça va déterminer si c'est du loisir ou du travail. Mais en réalité, tout est du travail. Tout est un peu du travail, d'accord. Ouais, c'est intéressant, merci beaucoup. C'était un super épisode, on a parlé de plein de choses et c'est vrai que faire un petit voyage au Japon, prendre un petit peu de hauteur aussi sur notre culture, et celle des autres, et puis voir le bien et le mauvais, parce qu'on parle, tu l'as très bien dit aussi, tout n'est pas à jeter dans la culture professionnelle au Japon, très très loin de là d'ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, et puis à bientôt. À bientôt, Grace, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ?
Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.